J'ai le plaisir de vous accueillir à la maison, chez vous, au bord de l'air. Et je vous propose de faire une promenade au bord de notre rivière, renaturée et en cours de renaturation toujours aujourd'hui actuellement. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Voilà. J'ai intitulé mon exposé La revitalisation de l'air, 20 ans de réflexion et d'évolution, tout simplement pour vous dire que c'est un projet qui se passe encore et qu'on a initié maintenant il y a exactement 20 ans. Un autre sous-titre qu'on pourrait mettre à cette présentation, c'est montrer l'évolution du travail de l'homme euh, avec la problématique de nos rivières qui historiquement débordaient, inondaient les villages trop souvent. Au milieu du XXe siècle, on corrigeait les rivières. On faisait ce qu'on appelait des travaux de correction. Et l'évolution de notre métier avec la vie du monde moderne, on réhabilite les rivières, on les renature aujourd'hui. Juste pour vous présenter où on se situe, donc là, vous avez une image assez particulière de notre canton situé à l'ouest de la Suisse, à savoir que l'essentiel des sources des cours d'eau prennent leur source dans le bassin du Genevois, c'est-à-dire en France voisine, et on a les rivières qui traversent et qui repartent en France, que sont notamment l'Arve et le Rhône pour les principales. Notre rivière de l'Aire se situe à cet endroit-là, à peu près au sud du canton, dans une partie assez rurale, donc relativement peu habitée. Néanmoins, elle prend sa source, comme le disait Angela, sur les collines du Salève et du Mont-de-Sion, situées au sud du canton, et puis vient gentiment descendre, donc entre en Suisse, descendent vers le nord et vont retomber dans l'Arve avant d'arriver dans le Rhône, juste en aval de la ville de Genève, au bout du lac Léman, et repartent en direction de Lyon et puis vient se jeter dans la Méditerranée à Marseille. Historiquement, nous avions une rivière tout à fait usuelle avec ici une rivière qui arrive sur le territoire suisse dans une sorte de cône de déjection. Donc, il y a une rupture de pente avec une zone alluviale très prononcée. Et la rivière venait tout d'un coup se taper contre un coteau et commençait à méandrer et à s'inciser dans un vallon pour se jeter après dans l'Arve, comme on l'a vu tout à l'heure. Avec le temps, avec le développement de l'agriculture, la déforestation, eh ben, il a été nécessaire au milieu du XXe siècle de la canaliser comme on le faisait traditionnellement, c'est-à-dire la mettre dans un canal de béton, dans une rectiligne, puisque plus vite on arrivait en bas, mieux ça l'était à l'époque. On peut même voir les projets de développement que proposait la rivière, qui on n'avait jamais réalisé, c'est-à-dire on voulait carrément créer un port pour transporter des marchandises entre le lac Léman et Marseille. C'est un projet qui n'a jamais, pour ce dernier, abouti. Toutefois, toute la rivière ici, dans la partie campagnarde, la partie rurale, a été canalisée comme ici, on a une image tout simplement en 1934. On dispose d'une trentaine d'images de ce type qui sont assez magnifiques, montrant un peu le travail des hommes de l'époque qui devaient faire des travaux d'utilité publique pendant les difficiles années 30 en prémisse de la guerre. Travaux d'intérêt public. Donc, il y a une partie historique qui est importante dans le projet de renaturation que vous verrez, puisque le canal, on n'a pas pu complètement le démolir ou le démanteler.
Avec le temps, on observe, 50 ans plus tard, donc à la fin des années 2000, un problème dont l'image est assez évocatrice, c'est-à-dire, on diagnostique une eau qui est polluée, qui est nauséabonde, avec des développements d'algues, avec, aussi une très forte chaleur, dégagée, faisant que la pêche et la baignade deviennent interdits, et une rivière qui est complètement, dramatiquement, en mauvais état, voire en très piteux état. À ce titre, on rajoute des problèmes assez récurrents dans cette rivière, à savoir, souvent des assecs assez importants à sa source, en fait, quand l'eau arrive sur Suisse. Donc des phénomènes d'étiage très sévères, puisque en 2003, par exemple, pendant 6 mois, on n'a pas eu d'eau. À l'opposé, on a des secteurs qui s'inondent relativement régulièrement à l'époque, puisqu'en 2001, à 2 reprises en l'espace de 18 mois, en 2001 et en novembre 2002, on a tout un village avec un nouveau quartier d'habitation qui est venu, s'inonder, qui a créé un gros problème, local, avec tout juste, heureusement, pas de blessés ni de morts, mais des gens, psychologiquement très touchés. En parallèle, avec tous ces diagnostics, on a décidé de modifier la loi sur, les cours d'eau, les députés du canton de Genève, avec les politiques et les magistrats de l'époque, pour inscrire le principe de la renaturation des cours d'eau qui définit 3 choses, qui définit les objectifs de cette renaturation, qu'est-ce que l'on cherche à faire, tout en préservant, les biens et les personnes des inondations. Mais maintenant, on décide de ne plus canaliser, mais de redonner de l'espace aux cours d'eau, de amener ce qu'on appelle la plus-value environnementale, parce qu'on s'aperçoit qu'avec le temps, la nature, les bois, les forêts ont leur place au bord des cours d'eau. Donc c'est suite à ce constat que les députés ont décidé de modifier la loi en nous donnant toute une base légale, puisque on doit déterminer un programme à chaque législature où on dit exactement ce qu'on va faire comme études, ce qu'on va faire comme travaux d'amélioration de toutes ces 300 kilomètres des cours d'eau cantonaux. Et pour cela, on a la chance de disposer d'argent, d'avoir un financement relativement généreux, puisque toutes les taxes qui sont prélevées par les usines hydroélectriques sur Genève, on a 3 barrages hydroélectriques pour lesquels les services industriels doivent payer des impôts. Et en turbinant les eaux du Rhône, cela provoque des impacts sur l'environnement, notamment sur la faune piscicole. Et tout cet argent est redistribué et vient alimenter notre fonds de renaturation pour lequel on construit et on réalise ces projets de renaturation de cours d'eau. Alors pour l'air, on a ce qu'on appelle des objectifs assez intéressants dans le sens où ils s'inscrivent dans une notion qu'on ne connaissait pas il y a 20 ans ou qui était peut-être théoriquement connue des professeurs, mais le tout public ne connaissait pas ces notions de développement durable qui montrent qu'avec ce projet, on a réussi à aller vraiment dans les 3 thématiques liées, à savoir la thématique de l'économie, hein, puisque notre métier de base revient toujours au même, c'est-à-dire qu'on améliore la protection contre les biens et les personnes avec l'augmentation du nombre d'infrastructures et du nombre d'habitations qu'on a à proximité de nos cours d'eau. Et puis comme c'est des milieux qui sont très très importants, on souhaite accueillir le public de la meilleure des façons en leur proposant des promenades, des espaces où il peut s'asseoir, où il peut faire des activités souvent liées à ce qu'on appelle la mobilité douce ou tourisme doux. Et bien sûr, l'aspect environnemental, où on cherche à améliorer les espaces ou les milieux qui sont connexes à la rivière, qui sont proches de la rivière, dans le but d'améliorer la
la biodiversité avec une plus grande flore et une plus grande faune. Alors, au bout de ces explications, tout ce travail, un groupe de mandataires a été retenu et nous a proposé l'image directrice suivante avec un espace d'une rivière qui a considérablement agrandi, qui respecte tout ou partie le canal existant, ce canal patrimonial qui a des fortes valeurs urbanistiques, pour ne pas dire architecturales, en redonnant un espace à la rivière, notamment dans l'espace des anciens méandres cavallaires, de façon à ce qu'elle puisse retrouver un lit plus naturel. Alors, ce programme, environ 5 km de longueur, a été réalisé en 4 étapes, avec en aval un petit tronçon qu'on a appelé le tronçon pilote, qui a permis d'imaginer et ce qu'on imaginait de la renaturation dès son origine, entre 2001 et 2005. Et comme on a eu ces crues importantes en 2002, on a tout de suite dû inventer un système en amont de façon à protéger les villages de Lully, qui se situe ici, et de Certou, qui se situe là. À travers un projet, je le montre sur cette image parce qu'on ne le voit pas ultérieurement, à travers un court-circuit où on a récupéré toutes les eaux qui viennent du bassin versant ici sur l'ouest, qui reviennent tomber dans un fossé pour les remettre dans l'air, puisqu'en fait, le village de Lully a été bâti dans une zone un peu marécageuse, une zone de champs agricoles de mauvaise qualité et qui se situe dans une sorte de cuvette. Donc, en fait, on a tout péjoré la situation et grâce à ce fossé qui traversait le haut de la plaine, on a pu sortir le village de ces problèmes de risque. En troisième étape, donc début des années 2010, nous avons réalisé ce système de plaques de chocolat dont Madame Angela nous a parlé tout à l'heure, dont on va plus voir la réflexion et comment on est arrivé à cette solution assez innovante. Et actuellement, nous faisons le dernier kilomètre de renaturation en utilisant un peu tout ce qu'on connaît de bien en aval, avec une grande amélioration sur le plan environnemental, notamment liée au charriage naturel. La renaturation de l'air, c'était une succession d'évolutions, toujours dans la perspective d'améliorer les choses, d'augmenter la qualité de notre travail, en étant chaque fois, presque à chaque étape, de plus en plus ambitieux. On s'apercevait qu'on pouvait toujours améliorer notre cours d'eau en développant toujours ces valeurs qui, avec le temps, deviennent de plus en plus importantes. Alors là, je vais vous évoquer assez rapidement sur le volet, ce que j'appelle économique, si on revient dans les 3 thématiques du développement durable, où au départ, on a juste amélioré en fait un tunnel de déviation des crues, je vous montrerai tout à l'heure où il se situe, qui nous permettait aussi de pouvoir très très vite commencer à renaturer pour montrer sur le plan environnemental, je dirais, ce tronçon pilote et cette villa témoin comme on pourrait avoir dans un nouveau programme d'habitat. Quand on a protégé les villages de Lully et de Certou, on était déjà dans la deuxième étape, ce qu'on appelle R2. On a protégé localement ces 2 villages. Et dans la troisième étape, on s'est aperçu qu'avec ces crues, il fallait aussi protéger un quartier important d'une cinquantaine de milliers d'habitants et d'emplois dans le quartier, ce qu'on appelle du PAV, Praille, Acacia, Vernet, qui est situé plus en aval. Et enfin, la dernière étape, actuellement en cours de réalisation, on a dû encore améliorer la robustesse parce qu'en fait, à chaque 5-10 ans,
on a chaque fois des nouveautés qui arrivent en termes hydrauliques, avec des augmentations des pluies, avec des problématiques qu'on ignorait au début, qu'on appelle le changement climatique, etc. Donc, chaque fois, à chaque étape, on a adapté le projet pour améliorer sa robustesse. Et là, nos amis de Berne, de l'Office fédéral de l'environnement, nous ont bien soutenus pour nous pousser à aller dans ces réflexions pour arriver à quelque chose de vraiment de très grande qualité, de très grande exigence en matière de risque. Voilà un peu le schéma de la gestion des inondations avec le canal renaturé, hein, qui est à peu près ce secteur ici, si vous voyez avec ma petite souris, avec des zones d'expansion de crues qui sont parties, qui se situent soit latéralement, soit au droit de la rivière, qui nous permettent de diminuer drastiquement les débits de pointe observés lors des crues, avec juste en aval de l'autoroute, en fait, un tunnel qu'on appelle cette galerie de décharge qui sépare les débits ici d'un débit d'une crue centenale de l'ordre de 85 mètres cubes secondes qui permet de répartir les débits, de les couper en deux, de manière à ne pas inonder tout le quartier ici qui est bien urbanisé avec beaucoup de maisons d'habitation relativement proches du, de l'air, proche de la rivière, avec son dernier kilomètre de l'air qui se situe sous l'autoroute quand elle revient sur la ville de Genève, au droit de la route des Jeunes, puisque là, malheureusement, on a toujours cette rivière qui est enterrée sur son dernier kilomètre. Mais je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, nous travaillons à la réhabiliter à l'intérieur de nouveaux quartiers d'habitation du Pave, de manière à ce qu'on ait de l'eau et notamment les poissons qui puissent, mais ça c'est à définir dans peut-être une vingtaine d'années, soyons optimistes, où les poissons pourraient revenir de là jusqu'à la source de l'air, voire en France voisine. En termes de carte des dangers sur la partie donc renaturée, ça c'était une carte donc de l'état initial avant renaturation. Alors pour les habitués des cartes des dangers, vous voyez que les couleurs sont complètement faussées, puisque ce qu'il faut voir ici, c'est la ligne bleue, la zone bleue qui est la crue trentenale. Donc on avait déjà des débordements pour des occurrences tout à fait euh, enfin, qui viennent 3 fois par siècle, ce qui est relativement souvent, hein, pour maintenant les porter à des inondations plus rares. Donc le bleu et le jaune sont des inondations assez importantes qui ne sont plus acceptables, notamment avec la recommandation qui est faite en la matière. Donc avec le projet, dans le secteur, oui, on a les 2 villages de Lully et de Certoux, excusez-moi, qui sont situés à ces endroits-là. On a pu, avec la renaturation sur les 3 premières étapes, obtenir une protection des 2 villages et de gérer les risques exclusivement en zone agricole. Donc, on a déjà bien travaillé en termes d'aménagement du territoire et on n'a pas d'inondation en deçà de 30 ans de temps de retour. Je vous ai dit que dans de la 3e étape, on avait ce risque d'avoir une inondation résiduelle dans le quartier du Pave. Et maintenant, avec nos projets, ce risque n'existe déjà plus aujourd'hui. Au niveau social, on a donc une importance d'améliorer effectivement ces zones de détente avec la pandémie qu'on a eue notamment lors du confinement en mars 2020. On avait un monde incroyable qui venait se promener sur ce territoire, qui venait occuper les espaces publics que l'on avait réalisés, rendant encore plus nécessaire la gestion du public, son accueil et de façon à lui permettre de voir ce qu'il existe à proximité de son lieu d'habitat. Et ça a été une grande chance, je dirais, parce que tout d'un coup, les Genevois ont découvert qu'ils avaient une rivière et depuis,
ce qui est paradoxal, c'est que l'utilisation des espaces qu'on a créés devient maintenant des lieux de destination de promenade et les Genevois se sont réappropriés ces lieux alors qu'ils ne les connaissaient pas, je dirais avant ou beaucoup moins. Alors, je ne vais pas développer plus de choses sur l'aspect du social. C'est assez évident, mais on a quand même bien développé des espaces puisque à travers ce projet, c'était vraiment de garder de la place, garder du terrain qui nous a été le plus cher et le plus intéressant en matière aussi de protection de l'environnement, puisque ces activités, on a souhaité à ne pas les interdire et qu'elles puissent se faire en parfaite harmonie, puisqu'on laisse les gens venir dans le cours d'eau, et notamment les enfants qui puissent aller jouer au sable sur les plages, euh, proposées par la renaturation. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Alors voilà, peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est l'amélioration de l'environnement au fur et à mesure du développement du projet. Donc, peut-être, là, c'est une synthèse un petit peu que vous pourriez relire peut-être par la suite, mais je vais plutôt m'expliquer comment on a réfléchi en fonction des différentes étapes, comment on est arrivé à ces solutions qui nous permettent aujourd'hui d'avoir, je dirais, un résultat qui est assez remarquable. Alors, au début, on part de cet espace, c'est la partie du tronçon pilote où on imaginait faire ce qu'on appelait classiquement de faire un profil relativement alors bénéfique au niveau environnemental, c'est-à-dire d'avoir en extérieur ou en intérieur de méandre un profil en U avec une falaise érodée naturellement et à l'inverse d'avoir une plage où on a toute la flore aquatique plus la flore qui vient sur les plages, les herbes, les arbres à bois tendre et les arbres à bois dur. Donc, d'une manière assez, oui, d'une manière assez naturelle, de manière à avoir donc relativement facilement un profil, je dirais, naturel. Alors, on voit très bien qu'ici, on a donc resserré un peu la largeur de l'eau, couché un peu la berge du canal, puisqu'on démolit le mur en béton, et élargi un petit peu la berge en rive gauche de façon à avoir l'image que je vous présentais tout à l'heure. En ayant juste semé quelques semences des herbes de prairie, même que je suis même plus sûr si on avait semé partout, je dois dire, c'était il y a déjà 20 ans. Alors avec le temps, ben voilà, 6 ans après, on a une venue d'une végétation que l'on gère en fonction des degrés de protection en termes d'inondation. Mais il y a relativement une gestion relativement légère de ce système. Alors voilà, c'est un petit peu les premières étapes que l'on a fait dans l'ère première étape. Dans l'ère de la deuxième étape, on avait un peu plus de place à disposition, donc je reprends la même image, mais évidemment, je l'ai élargie pour vous montrer ce qu'on a voulu faire. Donc là, pour la petite anecdote, la photo avant et après. Donc on a mis une rivière à la place d'une route, ce qui était ce qui ne va pas posé de problème. Mais vous voyez que le lit qu'on a créé est très, très, très large. Et puis, il ne satisfaisait que nos amis hydrauliciens, puisqu'on a un gabarit hydraulique, là, il n'y a plus de problème d'inondation, on a vraiment tout résolu avec ça. Mais quand on montre cette image, alors juste après travaux, nos amis pêcheurs se disent, mais c'est de la renaturation, mais nous, les poissons ne sont pas intéressés à, à se mouvoir dans un espace où on a 30 mètres de largeur d'eau, mais 3 centimètres d'eau. Donc, on n'a pas d'obstacle et du coup, ben, on n'a pas de possibilité à ce que les poissons puissent
vivre parce qu'il n'y a pas des trous, il n'y a pas des creux, il n'y a pas des obstacles pour pouvoir faire ce type de travail. Alors, tout d'un coup, on s'est dit, ben, on va rajouter des troncs, on va rajouter des blocs. Alors là, c'est une image assez sobre qui nous montre que ben, il faut être patient, il faut que les crues arrivent pour que tout se mette en place, que les arbres poussent, que les troncs puissent créer ces obstacles. Et après, on aura peut-être des poissons qui vont venir. Mais comme vous le savez, l'homme, il est pressé, il n'a pas le temps. Les politiques, les pêcheurs, ils disent, mais on s'est trompé, etc. Même si une année après, on a déjà des choses relativement intéressantes, mais on n'a pas ce côté extrêmement bénéfique qu'on pourrait avoir si on inventait la technique des plaques de chocolat. Donc c'est un peu comme ça que c'est venu, puisque avec cette technique, si on met du lait chaud, eh ben, on a le chocolat qui commence à fondre, et puis on crée ben, par extension immédiatement une certaine dynamique, immédiatement des nouveaux milieux propices à l'installation d'une flore et d'une faune caractéristiques. Alors, je vais vous montrer la réalisation. Vous voyez qu'on n'a pas fait des plaques de chocolat carrées, mais on a fait des losanges pour qu'on soit moins frontal par rapport à l'écoulement des eaux. Alors, ça s'est fait relativement naturellement, je dirais. On a creusé la terre végétale sur environ 30 à 50 centimètres. Et une fois qu'on avait fait un premier décaissement, on a créé les sillons dans un certain espace, puisque là, on a gardé le canal actuel hein, pour laisser tout simplement l'eau passer pendant qu'on réalise son nouveau lit. Et puis, on avait un chemin agricole qui existait, qui nous a donné tout de suite l'espace de jeu que l'on veut redonner à la rivière entre 50 et 70 mètres de large, alors que le canal, en tout et pour tout, devait être au niveau en bas de 6 mètres de large. Donc, on va avoir une rivière qui va faire pratiquement x10 en termes de largeur. Et cet espace du canal va être transformé en espace public, la promenade, pour les besoins des utilisateurs et des riverains de cette rivière. La largeur de ces sillons, il était dicté tout simplement par la largeur de l'engin qui permet de creuser ben, les sillons du losange. Alors, une fois que c'est fait, on observe, on déconnecte l'eau. En fait, l'air, elle s'écoule. Donc, le mont de Sion ici s'écoule ici pour revenir vers nous ici, avec son canal à côté. Donc, on a à cet endroit-là bifurqué les eaux pour les remettre dans le secteur des losanges. Et dès le départ, on avait l'eau qui venait mouiller un peu tous ces sillons de façon relativement gentille et peu dynamique, parce que là, on n'a pas encore de crue qui est venue travailler le, le secteur. Alors après quelques crues, encore, alors que la végétation n'a pas encore vraiment pris ses droits, on commence dans les zones un peu graveleuses d'avoir déjà des losanges qui sont quasiment déjà tout partis, tous érodés, avec des trous, avec des sédiments, des plages qui sont en train de se produire sur le terrain. Pour finir, arriver à... Oups, là, j'ai été un peu trop vite, pardon. Pour finir, à arriver à créer avec le temps, ça c'est déjà... Excusez-moi, j'ai un problème là. De créer déjà au bout d'une année, hein, ça c'est à peu près une année après le début de la mise en eau, pour créer des fonds et des zones, des milieux secs aussi entre les losanges qui sont très intéressants pour l'installation d'une flore pionnière. Alors évidemment, avec le temps, euh, comment s'efface,
comment se crée la rivière, donc dans une sorte de damier. On a regardé ça, c'est uniquement avec le temps, l'eau, où elle passe, dans quel canal. Et dans les zones assez graveleuses au centre, on a tout de suite le mouvement, l'amorce d'un mouvement d'une rivière qui commence à méandrer. On a fait une observation sur à peu près 2 ans, mais qu'on continue à faire de façon moins régulière, où on s'aperçoit que on a le lit qui commence à méandrer et à prendre des positions relativement précises tout en bougeant quand même, si on regarde certains tronçons. Et puis à un certain moment, on a un arbre qui est tombé, un magnifique chêne, et on l'a laissé pendant presque 2 ans, voire 3. Et ce chêne a carrément fermé ce méandre dans ce secteur pour, vous voyez, déplacer la rivière en face, en créant ici un énorme plage sédimentaire. Malheureusement, en 2019, je crois, le méandre, il allait dépasser l'espace qui lui était dévolu et allait rentrer, on va dire, dans un chemin agricole. Et on a dû couper l'arbre et remettre la rivière à sa place. Alors, voilà, on a une rivière qui commence à se trouver comment dire, un espace un nouvel espace qui lui est un peu propre, et la rivière, elle est un peu moins dynamique que dès le départ. Néanmoins, on a pu voir dès le départ des milieux intéressants pour l'installation de la flore et de la faune. On a fait un calage au niveau de l'observation de la végétation au bout de 2 ans d'usage. On a pu déjà obtenir à peu près 200 espèces, des nouvelles espèces, dont 7 qui étaient sur la liste rouge, qui ont pu venir coloniser ces milieux. Malheureusement, on n'a pas des données pour la faune, savoir si on a beaucoup d'espèces et des espèces cibles au niveau faunistique qui sont nues. Alors, je m'amuse toujours à donner le nom de l'inspecteur de la faune, parce que lui, il recueille toutes les données, parce que c'est compliqué d'avoir une bibliothèque de la faune spécifique qui vient le long des cours d'eau, puisqu'en fait, chaque biologiste est un peu spécialisé dans une espèce, et j'arrive pas à avoir la synthèse de vraiment toutes les espèces que l'on a. Néanmoins, on a quand même beaucoup d'oiseaux, des hirondelles de rivage, des cravelots qui arrivent à venir dans ces milieux alors qu'ils étaient quasiment inexistants antérieurement, comme des martins pêcheurs évidemment. Et puis la dernière chose, oui, en termes de faune, on a eu la venue du castor qui avait disparu dans l'air, qui n'était plus observé. Alors on ne sait pas comment il a été réintroduit, est-ce qu'il est venu tout seul ou est-ce qu'on l'a aidé, qui colonise un méandre actuellement depuis 2 ans. Le castor n'était plus sur le site. Alors voilà, on a dans la presse, voilà, le journaliste parle de libération d'une rivière. Hein, si on voit au départ comment elle était dans son canal, avec maintenant son nouvel espace avec le canal, donc requalifié pour le public. Alors, juste ce petit slide qui montre qu'on ne s'est pas trop trompé, puisque les architectes qui aiment bien, quand ils ont des bonnes idées, le faire savoir, sont mis à se faire un peu de pub en participant à des concours. Et puis, on a eu la chance avec cette idée originale de plaques de chocolat, on a eu la chance de gagner des prix. Et puis, parmi ces prix, on a des prix assez prestigieux quand même. Le prix de la revue Hors Parterre, que vous devez connaître si vous habitez du côté de Zurich, qui est un peu la référence en la matière pour les projets paysagers, avec toute une série de prix. Et puis, on est assez fiers de ce prix-là, qui est le dernier qu'on a obtenu, puisqu'on est devenus les champions d'Europe, on va dire, du paysage.
puisqu'on a représenté la Suisse dans un conseil de l'Europe où il y avait une sorte, je sais plus, entre 17 et 23 candidats. On a gagné le premier prix de la sixième session. Voilà, c'est pour la petite chose. Juste pour faire savoir que sur 20 ans de renaturation, ben, on a quand même déjà des magistrats qui ont mouillé leurs culottes pour, pour, faire que ce projet puisse exister. Et puis, ben voilà, c'est quand même beaucoup. Il faut vraiment avoir un soutien politique important pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, je voulais vous remercier pour votre écoute, que j'espère intéressée, et puis vous remercier déjà d'avoir suivi jusqu'au bout ma présentation. Et puis pour vous dire aussi que si vous voulez en savoir plus, on a toute une série de documents, dont deux qui sont encore à disposition, euh, puisqu'on a encore quelques exemplaires assez importants, notamment pour la petite brochure bleue qui explique encore plus en détail ce dont je viens de vous parler. Et que vous avez juste à m'écrire à à mon adresse email pour pouvoir vous le procurer. C'est gratuit. Et puis, on a aussi un petit film. Alors là, j'en ai encore quelques exemplaires pour les plus courageux, puisque c'est un film un petit peu qui parle beaucoup du chantier, en fait, avec beaucoup d'actions et d'images pendant les travaux, qui nous a été fait par Michel Favre. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je suis ouvert à vos questions et je laisse la parole à Angela.